Ça va Alice là en ce moment? T'es pas trop déboussolée par ce qui se passe? Cette semaine elle se passe bien? Oui, Ouais. oui, non, tout va bien. Ok, oui, enfin je sais pas, je vais peut-être essayer de en dire un peu plus sur, je sais pas, un petit peu Oui, essayer bon, de... ok. Voilà. Ouais. Antoine, il me manque, voilà. Uh-huh. Ça commence à faire long. Et puis voilà, ces blagues nulles, elles étaient nulles, hein, mais elles étaient drôles. Et puis quand on me demande du conseil en jeu de rôle, voilà. Et puis nos parties de jeux de rôle aussi, et de jeux de société, elles me manquent. Et puis voilà. Oui, il me manque un peu quand même. Ouais. Je comprends mieux. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Salut Alice. Salut. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Et oui, peut-être comme Alice, vous subissez également l'absence d'Antoine, parce qu'Antoine nous manque, vous manque. Il manque tout le monde à la boutique, donc vous inquiétez pas, il va très bien. En revanche, il y aura pas mal, je pense, de sons de dehors, parce que c'est la folie dehors, c'est la guerre. Il y a plein de manifestants, je sais pas ce qui se passe, mais bon, il y a pas un petit peu de bruit, donc durant cette vidéo, vous entendrez peut-être parfois des pétards, des gens qui hurlent, des scooters. C'est la folie, vous inquiétez pas. On a reçu... Voilà, super. On a reçu des nouveautés cette semaine, mais on va aussi vous présenter des nouveautés qu'on a reçues un peu tard, donc qui auraient dû être présentées dans la vidéo de la semaine dernière, mais du coup, ils sont présentés maintenant. Voilà, comme pas mal d'extensions. On commence ? Allez, c'est parti. Je suis très heureux parce qu'on a reçu Descendance, la big box de Inca et Marcus Brand. J'adore Descendance. Là, c'est la réédition. En fait, Descendance de base, c'est plutôt une thématique une illustration, pardon, à la taverne de la vallée profonde. Voilà, donc un peu très... À l'allemande. Voilà, exactement, à l'allemande, que moi j'aime beaucoup. Là, ici, ils l'ont retravaillé. Mais alors, l'avantage de cette boîte, je vais vous montrer de suite, c'est qu'elle est petite. Non, je plaisante. C'est qu'elle est très grosse pour le coup. Pourquoi ? Parce qu'elle inclut toutes les extensions qui étaient sorties à l'époque, après, en fait, dans la première édition. Je crois que tu peux la pousser de manière à ce que je pose mes coudes Tout sur à la fait. table Hop, et que je ne tremble pas. Parce que ça ne bouge pas. Voilà, c'est bon là, ça ira. Oui, je pense. Ok. Donc là, vous voyez, donc dans Descendance, vous avez la big box, c'est-à-dire le jeu de base plus plein d'extensions. Donc il y en a 4 même qui ont été ajoutées parce qu'il y a une extension qui s'appelle le mariage que je ne connais pas. Vous avez un mode solo aussi qui a été ajouté parce qu'à l'époque on ne pouvait pas jouer en solo et ça peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Alors Descendance, qu'est-ce que c'est? En tout cas, moi je vous le dis comme info, hein, c'est pertinent ou pas, c'est je pense, de mes top 5 des meilleurs jeux de société avec Londres, je pense, parce que Descendance, c'est un jeu de placement d'ouvriers, de gestion de ressources un petit peu, avec une gestion de temps également. Je suis désolé pour le son de dehors, hein, si on entend très mal, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Descendance, en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez essayer de faire le plus de points de victoire. On va, durant la partie, placer à chaque début de manche des cubes sur différentes zones, des cubes de couleurs, en fait c'est des ressources. Et on va également chacun avoir notre petit plateau de ferme dans lequel en fait on va faire évoluer nos différentes générations. Donc au début on a des petits meeples niveau 1, de génération 1, puis génération 2, puis 3, puis 4. Et la fin de la partie une fois enclenchée, on va compter le nombre de points de victoire et celui qui en a le plus l'emporte. Ce qui se passe à chaque tour, c'est extrêmement simple. Vous allez pouvoir récupérer un cube dans une des zones indiquées par le plateau et vous allez pouvoir y placer un de vos ouvriers dans, on va dire, le métier, la fonction principale en fait du plateau. Donc par exemple ici il y a des moines, donc on peut y placer des moines par exemple. Là-haut en bleu on va avoir plutôt des agriculteurs, des fabricants avec un savoir-faire. Vous avez également au-dessus des marchés, là ce sera plutôt tout ce qui est voyage. Là vous avez tout ce qui est un peu classe élitiste, hein, tout ce qui est un peu de la royauté. Et ici vous avez tout ce qui est travail à la ferme, qui se reporte sur le plateau personnel. À chaque fois que vous allez prendre un cube et placer un ouvrier, vous allez pouvoir faire l'action, mais ce qui est cool c'est que votre ouvrier, en fait quand vous le placez, vous allez pouvoir dépenser du temps pour qu'il apprenne à faire ce qui est demandé. Et ça vous demande du temps. Et le temps vous le calculez sur cette petite roue ici, qui est creusée maintenant. Et quand vous dépensez du temps, au fur et à mesure, si jamais vous faites un tour complet, et malheureusement, il y a un décès dans la famille, et forcément, comme il y a des générations anciennes, plus anciennes que d'autres, vous commencez d'abord par enlever du plateau les anciennes générations, donc les premières, pour laisser place aux suivantes.
Ça, c'est globalement la mécanique de descendance basique. Et puis après, on y ajoute plein de modules. Donc vous avez la taverne, vous allez pouvoir recruter des personnages particuliers avec des pouvoirs particuliers. Vous allez également avoir, donc ça c'est le plateau de mariage, que je ne connais pas du tout, je ne peux malheureusement pas trop vous en dire, parce que je n'ai pas eu trop d'infos. Vous avez également le voyage qui change, parce qu'en fait le voyage de base, c'est de l'autre côté du plateau, vous avez plutôt des charrettes à construire, et vous utilisez les charrettes pour voyager. Là maintenant, ça va être des bateaux. Pour prendre des bateaux, il va falloir avoir des capitaines, qui vont être plus ou moins chers à recruter, avec plus ou moins d'avantages, forcément. Descendance, c'est aussi un moyen de gagner des points par le décès de vos personnages, parce que quand ils décèdent dans certains lieux, ils vont arriver dans le livre d'or et forcément on se souvient d'eux, contrairement à ceux qui meurent dans le cimetière par exemple. Et donc quand vous remplissez des zones, plus vous êtes personnage dans le livre d'or, plus vous pouvez également marquer des points. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de jouer à Descendance parce que j'essaie de le faire assez succinctement. Je trouve que c'est un jeu qui a une mécanique extrêmement simple mais qui est super riche parce qu'à chaque fois on peut faire des stratégies différentes. Essayer de privilégier justement les naissances pour faire mourir très vite ces personnages pour accéder au livre d'or. Est-ce que je maximise pas tout dans le voyage de façon à construire ce dont j'ai besoin très rapidement pour aller chercher des points dans le voyage? Il y a plein de stratégies différentes dans Descendance et je suis très content qu'ils aient fait une big box parce qu'à l'époque, quand il y avait eu toutes les extensions qui étaient sorties, en fait on ne pouvait plus rien rentrer. C'est des modules qu'on rajoutait par-dessus le plateau, ça ressemblait plus à rien. Là, ils ont super bien édité le truc. Ils ont fait un mode solo, plein d'extensions. Bref, je suis ravi de voir Descendance dans cette boutique avec des illustrations au final qui sont assez jolies. Moi, j'ai une préférence pour l'ancienne, mais je trouve qu'ils ont fait quand même un très beau travail là-dessus. J'ai peut-être pas précisé l'illustrateur, je vais quand même le faire. Ici, les illustrations ont été faites par Jackie Davis et Chris Killiams. Voilà. Ok. Mazette, c'est la guerre dehors. Oui, je suis désolé pour le son. On enchaîne sur Caldera Park. Alors, Caldera Park, c'est un Kramer Kissling. C'est également les auteurs du coup, de Savannah Park. Et c'est un peu une version, on va dire, un peu supérieure, un peu plus... pas forcément compliqué, mais avec plus peut-être de stratégie, de contraintes, je dirais, de mise en place. Vous avez un petit thème qui peut vous faire penser à Cascadia, effectivement, même un matos qui peut faire penser à Cascadia, toujours dans la nature. Donc là, c'est pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30-40 minutes. C'est vraiment assez rapide, Caldera Park. Vous allez chacun avoir un petit plateau, ici, sur lequel vous allez pouvoir agencer au fur et à mesure de la partie différentes tuiles avec des animaux dessus. Le but étant de faire le plus de points de victoire évidemment, et pour en faire, il va falloir essayer de regrouper des animaux identiques, donc de faire le plus grand groupe par type d'animaux, mais il faut que ces animaux-là, ils aient un point d'eau. C'est pour ça que certains animaux, parfois, ils sont autour d'un point d'eau. Et donc c'est un jeu un petit peu d'agencement pour les fans de Cascadia, justement, notamment de Azul, ce genre de jeu. Vous allez un petit peu vous y retrouver. Et vous avez ici, c'est très bien récapitulé, les 3 phases d'un tour de jeu. Un tour de jeu, c'est pas très compliqué. Vous allez avoir un joueur qui va choisir un peu comme un bingo en fait, un peu comme un loto en fait. Vous allez choisir donc en tant que premier joueur un animal que vous allez associer à un type de terrain, à un endroit spécifique. Et donc pour tous les joueurs, l'animal devra être posé dans la contrainte de terrain qui sera indiquée par le joueur qui décide. Donc moi par exemple, je décide de mettre le loup ici, donc j'impose à tout le monde, moi inclus, de mettre un loup, une tuile loup, sur une zone de rivière. Les joueurs du coup vont devoir placer en suivant la contrainte, et au fur et à mesure de la partie, vous verrez, vous allez créer des ensembles d'animaux. S'ils ont des points d'eau, c'est mieux, parce que ça va être des multiplicateurs de points par rapport au grand groupe d'animaux. Il va falloir faire attention à la météo, qui peut être très capricieuse, et qui risque de vous faire retirer différents animaux du plateau en fonction des contraintes de météo. Par exemple, ici, c'est 2 nuages. Donc, si jamais vous avez une tuile qui comporte exactement 2 animaux, et du coup, cette tuile-là sera supprimée si elle est adjacente à ce nuage-là. Parfois, c'est 1, parfois, c'est 3. Donc, il faut essayer d'agencer tout ça en fonction de la météo, en fonction des contraintes qui ont été imposées par les autres joueurs, en sachant que si jamais vous choisissez un animal qu'un joueur ne l'a pas, il peut mettre ce qu'il veut. Donc, il faut essayer aussi un petit peu comme dans Azul, regarder ce que les autres ont pour essayer justement de les bloquer et de ne pas trop les avantager. Voilà pour Caldera Park. Hop, chez les Super Meeple. On va continuer de l'autre côté maintenant pour une extension. Enfin, on l'a reçue, elle est d'ici. L'extension Immortalité pour Dune Imperium que j'ai pu tester il n'y a pas très longtemps. J'ai pu jouer à l'extension, j'ai même joué au jeu de base avec les 2 extensions parce qu'on connaissait déjà l'avènement d'X. Ici, Dune Imperium, donc l'extension Immortalité. Qu'est-ce que ça va apporter au jeu? Alors il n'y aura pas de 5e joueur parce que déjà à 4 c'est assez long, nous on a fait 3h30 de partie quand même. Et donc maintenant ce qu'il va y avoir comme nouvelle mécanique, c'est un nouveau plateau déjà sur lequel on peut progresser avec des petites icônes ici de, comment on appelle ça déjà, de microscope. Quand vous avez des cartes maintenant, parce que dans la carte de départ maintenant vous aurez deux cartes différentes de la base, où il y aura des microscopes dessus que vous allez pouvoir utiliser pour avancer justement sur cette piste.
Vous avez 2 pistes ici sur ce même plateau. Cette piste-là vous permet d'avancer. Quand vous avancez, vous aurez différents gains. Le petit cube vert vous permet de placer un de vos petits bonhommes de combat, un cube du coup, évidemment, là-dessus, qui vous permettra d'acheter dans un nouveau marché des cartes un petit peu améliorées qui vous demandent de payer en cubes verts. Et les cubes verts, c'est des cubes un peu, c'est des expérimentations qu'on fait. Des greffes, non? En fait, c'est pas les greffes de suite. Là, l'idée, c'est comment obtenir des cartes de greffe. Et en fait, c'est des sortes d'expérimentation et vous le faites sur des gens. Donc ça symbolise les gens que vous mettez ici. Et lors de la phase de marché, donc la phase de révélation, plutôt que d'acheter ou acheter dans la zone d'Imperium, de marché Imperium, on peut acheter dans un nouveau marché qui est le marché Bene Tleilax. Ça ressemble plutôt à un antidépresseur ce nom, mais bon bref, vous avez une piste de Tleilax, et du coup sur la Tleilax, vous allez pouvoir acquérir de nouvelles cartes qui sont effectivement, comme tu le dis Alice, des cartes de greffe. Les cartes de greffe, c'est assez spécial parce que c'est des cartes que vous allez pouvoir associer à une autre carte et qui vont en général bonifier cette carte. Par exemple, vous jouez une carte qui vous octroie un emplacement, et puis vous y ajoutez une greffe, et la greffe dit que par exemple l'effet de la carte que vous faites, il sera doublé. Ou alors que l'ouvrier que vous avez placé avec cette carte-là, vous allez pouvoir le récupérer. Enfin, c'est vraiment des cartes très très puissantes. Moi, j'avais une carte de greffe, par exemple, qui allait se greffer sur une carte du marché Imperium. Donc en fait, je regardais le marché, je me dis, tiens, il y a telle carte qui est intéressante, je joue ma carte de greffe, que je greffe à cette carte-là, j'applique le pouvoir de la carte que je viens de greffer, et ensuite je supprime cette carte-là. Donc c'est cool. J'étais un peu dépendant du marché, mais c'est une carte qui peut être rentable, effectivement. Vous allez avoir également des nouvelles cartes de conflit, et vous avez également, comme je vous disais ici, une piste sur laquelle on peut progresser. Ça, c'est quand vous avez des symboles de petits scarabées. Les scarabées vous font progresser sur cette piste. Quand vous progressez, au début, vous allez gagner des cartes d'intrigue, puis après ici, vous gagnez un point de victoire, ici un deuxième, et notamment le premier arrivé ici va gagner un point de victoire, mais également 2 épices. Plus vous allez avancer, plus vous allez gagner également des petits symboles. Vous avez des zones sur lesquelles vous aurez des symboles d'ADN. Il y en a un ici, il y en a 2 là. C'est pour marquer une sorte de dépassement dans la piste, de zone. Et il y a des cartes qui jouent avec ça. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur cette extension? En fait, pas grand-chose, si ce n'est que du coup, ça apporte une nouvelle dimension d'achat, notamment grâce aux greffes, qui sont quand même des cartes assez puissantes, et on peut vraiment aller chercher des combos dans tous les sens. Voilà pour Dune Immortalité, et je vais laisser la place à Alice. Salut YouTube, c'est moi. Eh oui, ça aurait pu être Antoine, mais pas encore. Tu me manques, Antoine? Ah, c'est l'apocalypse dehors. Hein. Voilà, alors ici on va jouer à Kites qui va s'envoler. On vous avait fait un focus dessus et même un petit let's play avec notre cher ancien collègue et ami Thomas qui bosse maintenant chez Matago, qui est donc l'éditeur de Kites, ce petit jeu coopératif distribué par Asmodée. Voilà, c'est une petite collab. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour 10 minutes de jeu, voire moins si vous êtes très nuls, comme nous, souvent. Coopératif d'ambiance, voilà, Matago, collection ambiance, nouveau truc, c'est cool. Rapidité, communication, coopération, combinaison, ça veut rien dire. Où vous allez faire s'envoler des petits cerfs-volants. C'est fait par Kevin Hamano et illustré par Bess Sobel que nous allons retrouver un peu plus tard. Vous verrez, petit teasing. On va donc lancer des cerfs-volants qui sont là, vous voyez, il y a des petits cerfs-volants dessinés sur les sabliers dans le ciel, et donc en fait ces cerfs-volants ça va être les sabliers. Magnifique, hein, c'est logique. On va chacun avoir, je crois 5 cartes, je sais plus, un certain nombre de cartes, je vais pas me déclarer là-dessus, en main, qu'on aura mélangé, et donc on les aura aléatoirement. Et on va désigner un premier joueur, je crois que c'est la dernière personne à avoir fait du cerf-volant par exemple. Alors je sais pas pour vous, mais moi je me suis souvenu que j'avais fait du cerf-volant, j'étais pas trop sûre, hein, mais en fait c'est revenu du très fond de ma mémoire, j'en ai fait quand j'étais toute petite, donc du coup c'était moi qui commençais. On lance le jeu en lançant le cerf-volant blanc qui est particulier, je vous l'expliquerai plus tard. À mon tour, je vais décider de lancer dans l'air un cerf-volant. Ici, j'ai joué le cerf-volant violet, donc je retourne le cerf-volant, enfin le sablier violet. Je repioche, le prochain joueur va lancer aussi un sablier, ah non, 2 sabliers, hop là, le jaune et le bleu. Vous voyez comment ça s'est coulé, hein. En fait, ça représente, le thème est très bien porté finalement, les cerfs-volants qu'on a lancés, mais qui commencent déjà un petit peu à retomber. Donc il va falloir gérer le vent, en fait juste l'écoulement du sablier, pour qu'il s'écrase jamais. Dès qu'il y en a un de sablier qui est vide, on a tous perdu. Le but c'est de survivre jusqu'à la fin de ce paquet-là, sans qu'il y ait un seul cerf-volant qui soit tombé à terre. Sachant que vous voyez déjà, pendant que je parle, celui-là il est bientôt mort. Je vais vous l'expliquer.
Chaque sablier s'écoule différemment. Par exemple, le rouge, je sais qu'il a 30 secondes. Les autres, je sais plus exactement, mais ils sont différents. Il y en a qui sont plus longs, je crois que c'est le bleu et le violet, ils sont très longs. Et donc, vous allez continuer comme ça. Donc, d'abord, va falloir lancer les sabliers. Donc, on va jouer, on va les lancer. On n'est pas obligé de tous les lancer, hein. C'est un peu une stratégie aussi d'en lancer quelques-uns au début. Et puis après, va falloir commencer à communiquer. Attention, le jaune, il est en train de redescendre là. À ton tour, il faut vite que tu joues. Ok, je le retourne. Oui, mais moi... Le rouge. Oh là là. Voilà. Donc en fait, il y a des phases, c'est super bien fait. C'est des phases où on est tranquille, les sabliers ils sont cool. Et puis d'un coup, on parle et on fait le bleu. Ouh. Et des fois, on n'a pas le choix parce que sur nos cartes, on a double couleur par exemple. On va dire ok, je retourne le bleu. Mais en fait, je suis obligée aussi de retourner, je sais pas, le violet que je viens de retourner. Donc vous voyez, il y a déjà plus beaucoup de temps. Et là, c'est chaud. Et comme on doit jouer chacun notre tour, c'est pas du simultané. Donc des fois, à son tour, on est genre, c'est pas grave, joue du rouge, n'importe, mais vite, comme ça, moi, à mon tour, je peux retourner celui qui est pressé. Donc voilà, vous avez vraiment, c'est cool parce que c'est survolté, mais pas tout le temps. Vous avez vraiment, un peu comme les cerfs-volants, vous avez des phases tranquilles, puis d'un coup, voilà. Donc c'est assez cool, c'est pas, ça vous fait pas faire des crises cardiaques parce que c'est pas tendu non-stop. Beaucoup de communication, vous repiochez évidemment. Et donc, le sablier blanc, vous ne pouvez le retourner que sous certaines conditions. En fait, vous pouvez le retourner qu'avec des cartes unique, de couleur unique. Vous ne pourrez pas le retourner avec des cartes comme ça. Il faut jouer une carte de couleur unique que vous n'utiliserez pas pour retourner le sablier correspondant, mais pour retourner le sablier blanc. Lui, il faut toujours le checker. Il est un peu long, mais des fois, on oublie justement. On l'oublie, il est dans son coin et d'un coup, on fait « Oh mon Dieu, le blanc! Regardez le blanc !» Petit twist très intéressant, une fois que la pioche est terminée et que donc nous devons jouer jusqu'à ce que nos mains soient terminées, eh bien le blanc ne pourra plus jamais être retourné. Ok. Donc le blanc, avant que quelqu'un finisse la pioche, va falloir qu'on se mette d'accord en disant ok, faut le retourner une dernière fois pour qu'on puisse vite jouer nos dernières cartes en main sans que lui il se termine. Donc c'est un petit peu l'appel stratégique de dernière seconde quoi. Donc ça c'est le jeu de base. Il y a un petit mode facile, c'est cool, on peut l'adapter, où quand vous jouez des cartes doubles, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Vous n'êtes pas obligé de retourner les deux. Petit mode facile, mais vous avez aussi un mode difficile. Vous pouvez bien évidemment ajouter les 3 cartes, elles sont en plusieurs exemplaires, ou jouer qu'avec une des cartes, tout ça c'est des difficultés. Hein. Donc jouer qu'avec celle-là, ou jouer qu'avec celle-là, ou jouer avec les deux. Enfin bref, vous avez compris, vous faites ce que vous voulez. Si vous jouez avec les 3 types, vous êtes des chauds patates, nous on a essayé, on s'est fait éclater. Chacune, vous allez les piocher, elles font partie du paquet. Quand vous les piochez, vous n'avez pas le droit de les annoncer, on va dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous avez des fils emmêlés, je crois un truc comme ça, corde emmêlée, et quand vous la piochez, à votre prochain tour, vous êtes obligé de la jouer. Quand vous la jouez, vous devez échanger votre paquet avec votre voisin. Notre main. Oui, pardon. D'accord. Oui, enfin notre paquet de cartes dans notre main, voilà. On le passe à notre voisin. Et pendant ce temps, les sabliers ils coulent. Hein. Déjà. Sinon, il y a aussi l'avion. Ouais. L'avion, il est affreux. Vous le posez jusqu'à ce que ça soit à votre tour et donc que vous le recouvriez. Vous n'avez plus le droit de parler. Chaud. Parce que y a un avion qui passe, donc on s'entend plus parler. Et donc là, comme là, vous allez bien voir que la communication, c'est le cœur de ce jeu. Parce que quand on parle plus, on est genre pour faire comprendre qu'il y a un sablier, il pue là. Et enfin, la tempête, par contre, celle-là, c'est la seule que vous pouvez annoncer. Vous la piochez, vous dites tempête en vue. Et à votre tour, vous la jouez. Et là, vous devez retourner tous les sabliers d'un coup. Donc ça, c'est pour ça que vous avez le droit de l'annoncer, parce que vous dites tempête en vue, les gars, faut qu'on prévoie jusqu'à ce que ce soit à moi de bien gérer les sabliers pour que on les retourne pas et qu'ils soient comme ça quoi. Voilà, vous avez les 3 cartes qui sont bien embêtantes et qui peuvent vraiment pimenter vos parties. En vrai, c'est super dur de gagner, mais ça c'est facile à prendre en main. Vous jouez une carte, vous retournez des sabliers, assez facile. On va enchaîner avec un jeu un peu moins simple. Verdant, ce que vous voulez. Le nouveau jeu chez les Lucky Duck Games, qui est en fait par les mêmes auteurs et la même lignée que Calico, Cascadia, tous ces jeux de pose de tuiles, d'agencement, un peu abstrait mais avec des thèmes cool. Ici, c'est fait par Molly Johnson, Robert Melvin, Aaron Mesburn. C'est pas celui de Overboss aussi, lui? Oui, ouais, voilà. Pareil, jeu d'agencement, de toute façon, on y retrouve les mécaniques aussi de Cascadia. Kevin Russ, Sean Stankiewicz, et illustré par
Sobel, je vous avais dit, elle a illustré Kites. Ouais, voilà, ma mémoire est géniale. Ça se joue de 1 à 5 joueurs pour 30 à 45 minutes de jeu à partir de 10 ans. Vous êtes des décorateurs d'intérieur et vous devez agencer, décorer l'intérieur d'une maison. Voilà. Principalement en y mettant des plantes. Alors c'est cool, moi je suis très nulle avec les plantes mais je les adore. Là, elles meurent pas, vous ne pouvez que les faire pousser. Elles crèvent pas, c'est gentil. À la manière d'un Cascadia, vous aurez ici un marché avec des cartes forcément associées avec des petites tuiles que vous allez récupérer et agencer sur votre grille personnelle. La grille se termine quand vous avez récupéré normalement 15 cartes, donc c'est en 13 manches. Vous allez compter les points qui vont se scorer en fonction des pièces que vous aurez agencées, des plantes, de si on a respecté les conditions des plantes, parce que les plantes vont avoir un besoin en ensoleillement. Ça, c'est cool à gérer. À votre tour, qu'est-ce qui se passe? Déjà, vous commencez tous avec une plante et une pièce de maison. Voilà, tirez au hasard. Et à votre tour, vous allez choisir dans le marché. Vous devez toujours prendre une petite tuile là. Mais vous avez le choix de soit prendre une pièce de maison, soit la plante au-dessus. Voilà. Mais vous devez prendre forcément un duo avec la pièce. Pas deux cartes, hein. Vous avez compris, c'est bon. Okay. Donc vous prenez, vous l'agencez devant chez vous. Les pièces ne peuvent jamais être adjacentes. Vous le voyez, là, on doit faire en gros un damier. Vous pouvez jamais mettre deux pièces côte à côte. Elles doivent forcément être autour de plantes. Les plantes, pareil, vous pouvez pas les mettre côte à côte. Voilà, ça c'est clair, ça se voit de toute façon sur l'exemple. Et vos petites tuiles, ça peut être soit des embellissements, soit des entretiens, on va dire. Les embellissements, vous pouvez en stocker un sur votre carte personnelle. Alors là, on la voit pas, mais vous avez une petite carte personnelle. Il y a l'emplacement que pour un seul. Donc vous pouvez soit le jouer directement, soit le stocker et le jouer plus tard. Les embellissements, ça se met dans les pièces. Vous aurez des points supplémentaires et vous les doublerez, en gros, les points des pièces, enfin des cartes autour, si vous avez réussi à mettre un embellissement de la bonne couleur. Par exemple, ça sert à rien. Mais le chien dans la pièce bleue, parce que le chien il est bleu, ça doublera les points des trucs autour. Okay. Voilà. Déjà, ça sert à ça. Les entretiens vont vous aider à faire pousser vos petites plantes. Vos petites plantes, comment ça se passe? Vous la mettez autour d'une de vos pièces, toujours adjacente. Vous pouvez pas aller vous téléporter, faut que ça se colle à une autre carte. Et elles vont vous demander des ensoleillements. Vous voyez, je sais pas si ça se voit ici ou peut-être là, il y a des plus gros zooms. L'artichaut, magnifique. Il veut un ensoleillement plein et demi, alors que la dormeuse, elle veut pas trop et demi. Et vous allez les mettre à côté de pièces qui ont ces ensoleillements. Vous voyez, chaque pièce a un côté avec pas beaucoup d'ensoleillement, beaucoup d'ensoleillement, beaucoup d'ensoleillement. Enfin voilà, ça dépend. Vous voyez, à chaque fois, à chaque coin, vous avez différents ensoleillements. Et donc, celle-là, là, par exemple, de carte, elle veut plein d'ensoleillement et moitié. C'est cool. J'avais mis 2 pièces exprès parce que je voulais la récupérer, ou alors je suis opportuniste, et je la mets là. Et donc, je vais pouvoir lui mettre des petites feuilles là-dessus, qui sont en gros des croissances. Voilà, elle est contente, elle croît. Et ici, vous avez un chiffre sur la petite feuille, c'est le nombre d'accroissements dont elle a besoin pour marquer les points qui sont en dessous. Voilà. Donc, si vous voulez avoir les points complets de la fleur, de la plante, il faut la faire croître jusqu'au chiffre qui est indiqué sur la petite feuille ici. Les entretiens que vous pouvez récupérer, là, que je vous avais dit, généralement ils sont verts, vous les récupérez le plus souvent, c'est ce qui va vous permettre de doubler l'accroissement, voilà, pour que, voilà, vous entretenez des plantes. La croissance, du coup. Merci, l'accroissement. Ouais, parce que là, j'en peux plus, là. Entre ça croît, c'est l'accroître, enfin bref. Vous pouvez aussi, avec les pièces, vous allez scorer si vous y mettez à côté des plantes qui ont la même couleur. Par exemple, ici, à la fin de la partie, là, vous gagnerez 1 point parce que vous avez une carte bleue à côté. Là aussi, d'ailleurs. Donc là, vous avez déjà 2 points grâce à cette plante qui est bleue à côté de 2 pièces bleues. Mais en plus, comme je vous ai dit, vous doublerez ces points grâce à cet embellissement bleu qui est sur une carte bleue. C'est à ça que ça sert. Celle-là, elle ne sera pas doublée parce que c'est un poisson rouge rose sur du bleu. Voilà. Ce qui est intéressant, donc, c'est la prise de carte, parce que vous avez un dilemme. Vous pouvez aussi récupérer des petites mains vertes. C'est des pions que, en gros, quand vous prenez, je sais pas, cet assemblage-là, vous allez mettre une main verte sur la carte de cette colonne que vous n'avez pas prise. Vous recomplétez le marché. Et un prochain joueur, s'il récupère cette colonne-là, il récupérera la carte avec la petite main verte que vous aviez posée précédemment. Et cette main verte vous permet soit de doubler encore vos croissances, de refaire le marché, ou de vous permettre de prendre une carte et pas la petite tuile en face. Tricher et prendre ailleurs.
Voilà, en gros, c'est de l'agencement de cartes, de tuiles, avec plein de scoring différents, de casse-tête de comment vous agencez, des dilemmes, vous avez un mode solo et un mode aussi, enfin dans le mode solo, vous pouvez avoir des objectifs et dans un autre mode aussi, c'est pareil, des objectifs, ça peut se jouer en solo ou à plusieurs, des objectifs particuliers, de comment vous agencez ça, vous aurez encore plus de points, etc., etc. Voilà, c'était fort complet, mais c'était Verdante. Voilà. Oh, la grosse boîte Dice Thrones Adventures est arrivée à la boutique. Qu'est-ce que c'est Dice Thrones Adventures? Alors déjà, qu'est-ce que c'est Dice Thrones? C'est cette petite gamme de jeux, voilà, qu'Alice est en train de vous montrer. Cette gamme de jeux de dés, de jeux de combos, avec aussi un mélange de chance et puis de combos de cartes, en fait, qu'on va pouvoir gérer. C'est de l'affrontement de base, mais dans Dice Thrones Adventures, maintenant, on va coopérer pour faire un peu du dungeon crawler, pour vaincre des boss. Sauf que les boss, on les atteint pas de suite. Il va falloir d'abord parcourir des donjons, vaincre des sbires, affronter différents événements, différentes péripéties. Ce qui est très cool, c'est qu'ils ont ajouté plein de mécaniques dedans. Déjà, le combat de sbires, en fait, du moins pas le combat, mais les apparitions de sbires, en fait, qui vont vous bloquer dans votre avancement. Les générations de donjons, déjà de base, parce qu'en fait, vous aurez des cartes. Alors, dedans, c'est extrêmement complet. Il y a plein de matos, je vais pas vous faire le détail de tout ce qu'il y a dedans. Mais en gros, il y a des cartes qui vont vous générer des donjons en fonction des difficultés. Donc en fait, vous aurez juste à placer les tuiles et puis le différent stuff qui est dessus. Parce que oui, maintenant, il y a du stuff, il y a différents trésors, il y a 4 niveaux de trésors en gros. Et quand vous allez débloquer un trésor, vous allez lancer un dé de 20 et il y a un plateau qui vous dit qu'est-ce que vous gagnez. Et parfois, dans ces gains-là, ça peut être des petits jetons tranquilles d'état ou des petits bonus que vous aurez à droite à gauche, ça peut être de l'argent, des points de compétence, mais ça peut être également des super cartes que vous allez intégrer dans votre paquet de cartes, donc ça va rajouter pas mal d'asymétrie. La mise en place se fait toujours à travers la carte de donjon, elle vous indique le nombre de points de vie que vous aurez chacun entre joueurs. Il va y avoir aussi le boss que vous aurez à affronter à la fin du donjon. Et on a des petits standees pour montrer en fait sur quel lieu vous êtes. Parce qu'au début, les lieux sont face cachée. Puis quand vous progressez, du coup, vous découvrez des lieux, il y a des événements qui se passent, des sbires à rencontrer. Voilà, il y a plein de choses qui vont se passer. Il y a dans ce mode-là un côté legacy. Il y a plein de paquets de cartes que j'ai pas vu, que j'ai pas ouvert. Je sais pas ce que ça rajoute. Il y a déjà pas mal de vidéos sur les personnes qui l'ont acheté, qui se sont lancées dedans pour vous montrer comment ça se joue. C'est très complet, mais c'est en général des vidéos qui vont durer 2 heures, 2 heures et demie, parce que les gars ils se lancent dans une campagne. Il faut savoir qu'à chaque fois les boss vont croître à chaque fois en difficulté, et même ces boss-là vont apporter des nouvelles mécaniques et vont eux-mêmes se gérer par les joueurs. Donc en fait, sur les boss, vous avez par exemple les cartes de développement de plateau. Vous allez les jouer à part parce que c'est un paquet à part, et les cartes qui servent vraiment à vous bloquer, du coup elles vont être jouées comme des cartes d'action en fait. Il y a beaucoup de choses à dire en fait sur cette boîte, ne serait-ce que déjà qu'en termes de matos, parce qu'il y aura de quoi ranger plein de trucs. Il y aura énormément de jetons de pions d'état par exemple. Il y aura énormément de contenu additionnel, mais ça je vous laisserai le découvrir parce que c'est vous qui allez vivre l'aventure et pas moi. Parce que moi je ne fais que vous expliquer le jeu. Sachez que les 2 boîtes ici, la 1 et la 2, vont être suivies un peu plus tard par la 3 et la 4. Donc normalement, c'est la semaine prochaine. Normalement. Touche du bois. Attention, hop, on touche du bois. Normalement, la 3 et la 4 devraient arriver. Et je ne sais plus quand est-ce qu'est prévu le retour de la 1, mais je crois pas de suite. Mais sachez que maintenant, pour la saison 1, on a la 2, la 3 et la 4. On n'a plus de 1, elle est en rupture. Et pour la 2, pour la 1, 2, 3, 4 de la saison 2, la 3 et la 4 devraient arriver prochainement. Mais ça, on en a encore en stock. Sachez que pour jouer à ça, il vous faut au moins une boîte, forcément. Et puis après, si vous voulez jouer à 4, il vous faut 2 boîtes, forcément, pour avoir 4 héros. Ça, c'était, alors, jeu extension, je pense qu'on va dire quand même extension, parce que c'est pas un jeu de base, en fait, vous pouvez pas y jouer parce qu'il vous faut au moins ça. Mais ça permet de le mettre en mode coopératif. On continue avec les nouveautés, mais les nouveautés d'extension. Qu'est-ce qu'on a en extension? On a Warp's Edge, pardon, excuse-moi. On a Warp's Edge Anomaly. Mais qu'ajoute Warp's Edge Anomaly, me demanderas-tu, Alice? Eh bien, elle ajoute des jetons Anomaly. Oh, c'est fabuleux, n'est-ce pas? Alors en fait, dans Warp's Edge, vous avez toujours ce système un peu d'espace-temps. Et bien là, en fait, avec les anomalies, ça va être des petits jetons à part, un peu spécifiques, qui vont un peu renverser les différents... votre zone de confort, en fait, va être bouleversée par des anomalies exactement, spatio-temporelles, c'est le mot que je cherchais. Ça va plus vous contraindre et du coup vous devrez anticiper les différents changements qui vont être apportés à ça. Évidemment, ça va être compliqué. Il y a des nouveaux jetons bonus que je ne connaissais pas, des nouveaux jetons qui arrivent là. Après, c'est du matériel additionnel classique, mais qui fait toujours plaisir, comme des nouveaux pouvoirs, des powers qu'ils appellent ça en plus.
Des nouveaux ennemis, évidemment, notamment dans les vaisseaux classiques, mais aussi dans les vaisseaux mers, ça fait toujours plaisir. Un nouveau vaisseau, je crois qu'il y en avait 2, en fait il n'y en a qu'un. Un nouveau vaisseau de base qu'on va pouvoir jouer. Et je crois que c'est tout, mais je crois que c'est déjà pas mal. Si, il y a des nouvelles cartes là, espèce de carte événement. Je n'ai jamais vu ça, même dans l'autre extension. Donc voilà, enfin, du contenu additionnel qu'on est ravi de prendre, hein, évidemment, pour une nouvelle extension, parce qu'il y en avait déjà une avant, nouvelle extension de Warp's Edge Anomaly. Une On autre continue. que tu me ramènes. Une extension que je te ramène, l'extension de Pagan. Hop, Pagan au-delà des palissades. Pareil, là en termes de contenu, on est sur du bon contenu additionnel. Pourquoi ? Parce que dedans déjà, on a 50 cartes supplémentaires pour le chasseur et 50 cartes pour la sorcière. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans la boîte de base, en fait, on vous dit que plus tard, avec les extensions qui vont arriver, vous aurez la possibilité de modifier votre paquet de départ. Parce que dans le jeu de base, vous ne modifiez pas votre paquet de chasseurs ou sorcières. Maintenant, on pourra, parce qu'il y aura des nouvelles cartes. Donc, de nouvelles possibilités. Il y a des nouveaux villageois. Exactement, il va y avoir des nouveaux villageois. Et d'après ce que j'ai compris, dans les nouveaux villageois, il y en a qui seront peut-être plus intéressants pour la sorcière, si j'ai bien compris ça. J'ai l'impression, dans ce qu'ils ont marqué, qu'il va y avoir des effets qui sont liés, donc je vois des jetons ténèbres par exemple, et des effets qui vont bonifier un peu plus la brume. La brume, c'est pour la sorcière. Voilà, pour la sorcière, et donc notamment les cartes événements. Donc peut-être que la présence de la sorcière sera plus efficace dans celui-ci, parce que j'ai l'impression que c'est plus facile de jouer chasseur quand on est sur la boîte de base. Quand on a joué, oui, j'ai joué la sorcière. Voilà. Ouais. Mais là, c'est trop cool parce qu'en gros, on sort du village, comme le dit le nom, au-delà des palissades, et on rentre plus dans la nature où la sorcière, justement, a plus de pouvoir que le chasseur. Et donc, la brume, ça va un peu l'aider. Okay. Et ça peut influencer un peu les gens, en fait. D'accord, ok. Donc, en fait, la boîte de base, plutôt chasseur environnement. Ouais. Là, on est plutôt sorcière environnement. Ok. Ouais. Très cool. On continue sur les extensions, parce qu'on en a plein d'autres. Extensions, nous avons 2 extensions pour Subterra 2. Hop. Donc, une première extension qui s'appelle la Lumière d'Arima. La Lumière d'Arima. Mets les droites. Pardon, excuse-moi. Voilà. Attends, je vais la sortir après. Je vous la cache. Voilà. La Lumière d'Arima, qui ne change pas le nombre de joueurs, toujours de 1 à 6. On garde le même mode coopératif. Si ce n'est que là, pareil, une plus-value en termes de personnages. Oui, il y a un petit chien, parce qu'il y a le dresseur. Okay. Donc, un dresseur avec un chien. Donc, il y a des nouveaux personnages. Cool, toujours bon à prendre, avec les petites tuiles qui vont avec. Oui, il y a un chien. Vous avez de nouvelles tuiles événements, donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite, il y a un mode de jeu que j'aime bien, c'est l'inverse de Subterra 2. Subterra 2, en fait, vous entrez dans un volcan pour voler un artefact et vous barrez avant que la lave vous rattrape. Là maintenant, il va falloir récupérer, il faut un artefact. On rentre avec un artefact puissant et on va le remettre dans le volcan pour éviter justement que le volcan continue de jaillir de la lave. Donc on fait en fait l'autre sens. Réparer votre bêtise. En fait, on rentre avec un artefact pour le déposer et non pas le subtiliser. Il y a un petit camion ou quoi là ? C'est quoi le meeple ? Ça là ? Ouais. Non, je pense pas que c'est un camion. Je pense que c'est pour symboliser l'artefact. Genre un truc avec des roues. Je sais pas, ils ont dû le mettre quelque part, effectivement. Et ensuite, celle-ci, ça c'est le genre de truc que j'aime bien. Transformer le mode coop en mode compétitif, c'est toujours plaisant à prendre. Parce que maintenant, ça peut jouer jusqu'à 7 joueurs. Pourquoi ? Parce que dans cette extension, donc, le réveil de Typhaon. De l'éveil de Typhaon. Dans l'éveil de Typhaon, évidemment, on retrouve du contenu additionnel avec des nouveaux personnages, avec les petits bonhommes qui vont bien avec, les petits meeples. Ouais, il y en a un gros là. Avec un gros marteau et des nouvelles tuiles, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Pourquoi aussi des nouvelles tuiles ? Parce que maintenant, le Typhaon peut être joué par un joueur. Et lui, il va jouer le volcan, qui s'énerve, qui n'est pas content qu'on vienne le visiter. Et il va essayer de réduire en cendres tous les autres. Voilà pour ces 2 extensions de Subterra 2. Hop. Et on va pouvoir passer derrière le comptoir. Et c'est un derrière le comptoir avec un réassort, déjà un retour en stock de Cascadia dans la lignée de Verdun que je vous ai présenté plus tôt. C'est marrant, il y a un petit thème récurrent cette semaine. Donc voilà, le retour en stock de Cascadia qui avait reçu le Spiel. Le Spiel. Et voilà, le Kinderspiel. Désolé. Promis. C'est bon, il a rien. On va ensuite passer à une nouveauté que j'ai oubliée dans le rayon. Donc voilà, il est derrière le comptoir, mais c'est une nouveauté. Zombie Kittens, du coup, la version zombie de Exploding Kittens. Non, la vraie nouveauté, c'est que déjà, vous avez un tout nouveau mode de jeu avec des nouvelles cartes qui vont être données aux gens qui explosent. Et oui, vous vous souvenez, quand vous explosez dans Exploding Kittens, vous sortez de la partie, vous pouvez aller faire les courses, faire la cuisine, le ménage, jusqu'à ce que la partie se finisse sans vous. Et là, non, ils ont enfin pensé à ces gens qui sont punis quand ils explosent. Ils peuvent revenir en jeu.
Normalement, ils ne gagnent pas, sauf grâce à quelques cartes exceptionnelles, mais ils peuvent garder des cartes en main pour embêter les autres, et en plus, ils ont aussi des cartes qui vraiment vont embêter les autres, qui sont faites pour ça. Donc voilà, et après, donc comme je vous ai dit, il y a une petite carte qui peut faire que vous pouvez gagner même en étant mort. Mais ça va surtout permettre aux morts de quand même jouer dans la partie et principalement embêter les autres, ce qui est génial, c'est ce qu'on préfère dans Exploding Kittens. En plus, vous avez des nouvelles cartes avec des nouvelles illustrations originales sur les chats zombies. Il y a des... Est-ce que tu peux redresser? Voilà, nickel. Magnifique. Je crois qu'il y a même des zombies vegan. Je sais plus. Ah mais c'est important. Voilà, mais parce que c'est Exploding Kittens, donc c'est normal, il faut des trucs drôles un peu. Et what the fuck. Donc ça c'était Zombie Kittens. Maintenant, c'est le JDR. Alors autant déjà quand je présente des jeux historiques, JDR je suis pas fifole non plus. Pourtant je suis rôliste, hein, mais contrairement à Antoine, je suis rôliste, je connais que les JDR auxquels je joue à peu près. Les autres, je connais pas trop. Alors par exemple, L'Empire des Cerisiers, je peux vous en parler de ce supplément. Voilà, le supplément sur les yokai, donc les démons japonais. Ce supplément, alors il est pas filmé, celui-là, c'est le premier de la gamme qui n'a pas de film protecteur. Bon, on s'en fiche. Dedans, vous avez plein d'infos du coup sur les yokai, les démons, qui s'opposent ou aident le pacte de l'empereur Nanda. Il y a des kitsune, des tengu, des kappa, des tanuki, enfin bref, tout ça, le folklore japonais. Il y a aussi des âmes perdues qui ne veulent pas partir du monde des vivants, mais aussi des divinités oubliées. Alors vraiment, je vais vous montrer parce que j'en ai vu des illustrations comme d'habitude. Hein, c'est l'auteur qui fait aussi ces illustrations. Alors j'en avais vu des dames. Ah oui, vous avez des nouveaux lieux aussi. Des nouveaux lieux à explorer. Alors normalement, plusieurs lieux et cartographies, dont Kimonchi, la cité de la sacrifiée, et Yuna Jinja, le sanctuaire de la lune. Alors désolé, je vous le lis parce que bon, j'ai pas retenu non plus le nom des cités, mais oui, un petit kitsune. Voilà, vous avez aussi des nouvelles factions incarnables, et surtout vous avez de quoi incarner des yokai, donc des démons ou des démons mi-humains croisés, voilà, des sans mêlés quoi. Donc voilà, vous avez plein de petits suppléments comme ça. Vous voyez que je peux vous en parler de celui-là parce que j'y joue, ou presque. En tout cas, c'est dans un de nos projets de JDR, nos nombreux projets. L'anneau unique, l'écran de jeu. Alors, dans ce sens-là, pour voir l'illustration, voilà. On la voit ou pas? Oui, des reflets. Oui, il y a un peu de reflets, mais c'est bon. Ok. L'anneau unique, du coup, donc, c'est guide de Foncombe, principalement. Dedans, vous allez avoir du coup plein d'infos sur Foncombe, plein d'infos aussi sur des PNJ de Foncombe, dont Elrond lui-même, bien évidemment, parce que s'il n'y a pas d'infos sur Elrond, sur qui il va en avoir un. Et vous pouvez aussi maintenant créer des héros aux elfes. Mazette, qu'est-ce que c'est stylé, hein, voilà. Vous aviez marre d'être des hobbits et des pauvres humains. Non, moi j'adore être hobbit, mais vous pouvez être un haut elfe. Vous avez un supplément pour Cyberpunk. Cyberpunk, la nouvelle édition de Cyberpunk, bien évidemment, Cyberpunk Red. Vous avez dedans 9 nouvelles missions. Voilà, il précise, après il y a un texte d'ambiance. Je ne connais pas Cyberpunk, donc je ne vais pas vous faire l'affront d'essayer de vous le présenter comme j'ai essayé avec Hawkmoon la semaine dernière. Voilà, désolé pour les intéressés. Vous avez une nouveauté de JDR qui est Warhammer 40 000, qui normalement est un jeu de figurines, mais comme le jeu de rôle Warhammer Fantasy, là c'est le Warhammer 40 000 qui a maintenant le droit à son adaptation jeu de rôle. Donc ça se passe dans la dimension de la grande faille, voilà, en 41e millénaire, la faille, le chaos, vous êtes des élus, donc les humains ont disparu, hein, comme dans tout Warhammer, c'est une sorte de futur chelou. Et vous allez essayer de défendre le monde contre la faille et les monstres qui en sortent, et voilà, vous êtes un peu chelou parce que vous êtes des créatures un peu moches quand même, et il y a l'écran forcément qui va avec des guides, l'écran, et aussi normalement vous avez des petits scénars, et voilà, 8 nouveaux petits scénarios avec, voilà. Normalement ça va, j'ai pas trop charcuté le JDR parce que je me suis pas trop risqué. Encore désolé Cascadia, je vous promets il va bien. À part ça, c'est tout bon, hein, on vous fait des bisous et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.